Je ne crois même pas que les enfants t'aiment encore. Elle l'a dit entre deux bouchées d'asperges comme si elle commentait la météo. Margaret n'a même pas levé les yeux de son assiette. Elle l'a juste lâché, comme une chose morte, sur la table, la fourchette heurtant la porcelaine 2 fois. Sec, précis, chirurgical. Notre fils s'est figé, la mâchoire inférieure relâchée. La fille, notre fille, mon cœur depuis 20 ans. Elle a serré les lèvres comme si elle essayait de retenir quelque chose. Du dégoût, de la pitié, peut-être les deux. Elle n'a pas croisé mon regard. J'ai fixé Margaret. Pas un tressaillement, pas un sillement. Ce n'était pas un dérapage. C'était un tir. Et elle savait exactement où viser. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté mon verre, je ne me suis pas lancé dans un de ces « après tout ce que j'ai fait pour cette famille », ces monologues que les hommes comme moi regrettent toujours avant même d'avoir terminé la deuxième phrase. Au lieu de ça, j'ai pris ma serviette, je l'ai pliée une fois, je l'ai posée soigneusement sur la table comme une lettre de démission. Puis je me suis levé. « Ça va, papa ?» a demandé mon fils, la voix cassante. Évitant toujours la mienne. J'ai souri. Ou du moins, je crois que je l'ai fait. Mon visage ne m'appartenait pas à ce moment-là. Il appartenait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui venait de regarder un homme se noyer devant sa famille pendant qu'il sirotait du vin et commentait la météo. J'ai marché vers ma fille, je me suis penché, je l'ai embrassée doucement sur le sommet de la tête. Elle n'a pas bougé, ne s'est pas écartée, mais elle ne s'est pas rapprochée non plus, comme si j'étais un invité, pas son père. Je suis sorti de la salle à manger avec les mots de Margaret encore suspendus dans l'air comme un parfum bon marché. Les enfants ne t'aiment même plus. J'entendais encore le grattement des fourchettes derrière moi en montant les escaliers. Normal, comme si rien ne s'était passé. Comme si on ne venait pas de me dire, pas de me demander, que mes propres enfants avaient été transformés en étrangers. Montés contre moi. Je ne suis pas allé dans notre chambre. J'ai tourné à gauche dans la chambre d'amis que nous n'utilisions jamais. Celle qui sentait toujours le cèdre et la désuétude. Celle avec le matelas raide et le rideau qui ne se fermait pas tout à fait. Celle qui semblait inconnue, détachée, parfaite. Je n'ai pas pris la peine de me changer. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai regardé le papier peint. De minuscules oiseaux bleus volant selon un motif qui ne se connectait jamais, n'atterrissait jamais, mais tournoyait sans fin. J'ai pensé à beaucoup de choses, comme la fois où notre fils s'est cassé le poignet à 9 ans et comment c'est moi qui l'ai emmené aux urgences en sanglotant. Sa mère était toujours au téléphone en train de se disputer avec quelqu'un du club au sujet du dîner de charité. Ou comment notre fils a pleuré dans ma chemise la veille de son premier entretien, terrifié de ne pas être à la hauteur, et comment je suis resté éveillé avec lui à répéter les réponses jusqu'à 3 heures du matin. Ou encore le Noël il y a 3 ans où j'ai passé toute la nuit dans le garage à réparer le vélo que Margaret avait dit qu'elle avait commandé, mais avait oublié et n'a jamais dit aux enfants d'où il venait. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant parce que Margaret avait travaillé lentement, méthodiquement, comme une goutte de poison régulière, réécrivant l'histoire de qui j'étais à leurs yeux, plantant des doutes, creusant une distance, remplaçant des souvenirs. Je n'étais plus papa. J'étais lui. Ce type, cet homme qui s'asseyait au bout de la table et qui n'avait plus sa place. J'ai ouvert le tiroir à côté du lit d'amis, j'ai sorti le petit classeur en cuir noir que j'avais caché il y a des mois. À l'intérieur se trouvaient les premières pages de quelque chose que j'avais commencé quand j'ai remarqué pour la première fois ces réunions stratégiques tard dans la nuit. Pas des soupçons, pas des accusations, juste des questions. Et les questions mènent toujours quelque part. Ce soir, elles l'ont fait. J'ai sorti la seule feuille cachée à l'arrière. Celle étiquetée aux conditions de la fiducie de garde. Conditions de déclenchement remplies. J'ai lu la ligne en haut. En gras, clair, sans émotion. Dans le cas où une malveillance émotionnelle est démontrée avec des preuves envers le donateur par le bénéficiaire ou les parties associées. Je n'avais pas besoin de lire plus loin. J'avais rédigé chaque mot de cette clause avec mon avocat il y a 2 ans. Margaret l'avait signée sans la lire. Typique. Son arrogance a toujours été mon meilleur allié. Elle pensait être à l'épreuve des balles parce qu'elle gérait le calendrier de la maison et organisait juste assez de dîners de charité pour garder son auréole brillante. Mais ce qu'elle n'a jamais vu, pas une seule fois, c'est que je n'ai jamais été bruyant, jamais public. Jamais réactif. J'ai été patient. Et la patience permet la précision. J'ai remis le papier dans le classeur,
je l'ai fermée et je l'ai posée sur la table de chevet comme une arme qu'elle ne verrait pas venir tant qu'elle ne serait pas enfoncée assez profondément pour trancher la performance qu'elle appelait un mariage. En bas. J'ai entendu des rires. Rauques. Faibles. Aigus. Cruels. Je ne savais même pas de quoi ils riaient. Probablement de moi. Mais je n'étais pas en colère. Plus maintenant. La colère est un feu. Elle s'éteint. Mais le froid? Le froid s'installe dans les os. Le froid attend. Et j'en avais assez d'attendre. Margaret pensait que je boudais. C'est dire à quel point elle me connaissait peu. Même après 27 ans, elle supposait que j'étais en haut à lécher mes blessures comme un chien dégriffé, qu'elle pourrait frapper quand les invités seraient partis. La vérité, c'est que je ne léchais rien. J'étais en train de charger. La lampe dans la chambre d'amis scintillait faiblement, projetant une lumière jaune pâle sur le bureau en acajou que j'avais déplacé l'automne dernier, lui disant que c'était pour des activités de loisirs. Elle n'a pas demandé quel loisir. Elle s'en fichait. C'était son erreur. J'ai ouvert le tiroir du bas, j'ai sorti le coffre-fort gris uni qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis 18 mois. Combinaison toujours la même. Son anniversaire, pas par sentiment, juste plus facile à retenir quand on ne veut pas. À l'intérieur, il y avait des fichiers, pas numériques, pas stockés dans le cloud, pas portables, imprimés, datés, annotés, reliés avec des attaches juridiques, des captures d'écran de virements bancaires. Elle n'a jamais pensé que je remarquerais cette facture récurrente de $800 à quelqu'un qui n'était répertorié que comme service de conseil. Sauf que l'adresse email sur l'enregistrement PayPal ne correspondait à aucune entreprise que j'ai pu trouver. Mais elle correspondait à la photo de profil d'un homme que j'ai reconnu de son ancienne entreprise de marketing, David quelque chose. Le type qui sentait toujours l'eau de Cologne à la vanille et qui faisait un long détour quand il lui disait au revoir en l'embrassant. J'avais un dossier sur lui. Pas grand-chose, juste assez pour ruiner ses chances d'emploi dans tout ce qui impliquait la confiance du public. Mais ce n'était pas l'objectif de ce soir. Ce soir, il s'agissait de se préparer à l'extraction. J'ai étalé les papiers sur le bureau, l'impression de notre accord de fiducie, les amendements que j'avais glissés au fil des ans quand elle était trop distraite pour remarquer une nouvelle page ici ou une clause là. Chacun signé, paraphé, témoigné, inébranlable. J'ai ouvert la transcription étiquetée session 14, thérapie de couple confidentielle. Je ne l'avais pas enregistrée. Le thérapeute l'avait fait. Et après que Margaret a manqué de suivi et dit à la conseillère qu'elle avait fini de jouer à le triage du mariage, la femme m'a contacté en privé, a dit qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas. J'ai demandé si elle serait disposée à documenter ses impressions. Elle a fait plus que ça. Elle a écrit une déclaration notariée. La personne interrogée, Margaret, affiche des schémas cohérents de manipulation psychologique, de gaslighting et de triangulation émotionnelle avec les enfants pour saper le rôle paternel du requérant, Malcolm. Cette seule ligne valait 5 ans de levier de garde si je l'avais voulu. Je ne l'ai pas fait. Il ne s'agissait pas des enfants. Il s'agissait de clarté, d'établir noir sur blanc ce qu'elle a brouillé pendant des années. Que je ne perdais pas le contrôle. Je perdais un jeu truqué. Et maintenant, je renversais la table. J'ai ouvert le fichier marqué clause 14b des conditions de déclenchement, malveillance émotionnelle pour les événements de déclenchement requis. J'en avais documenté 12 avec des horodatages, un contexte et une corroboration par des tiers. Le dîner était le 13e et il était sorti de ses lèvres devant les deux enfants, enregistré discrètement par l'audio n'est toujours activé qu'elle pensait que j'avais désactivé l'année dernière après sa crise de confidentialité. Le journal se mettait à jour via un script chaque semaine. Entrées organisées, audio transcrit, stocké hors ligne. J'ai examiné la forme d'onde. Les enfants ne t'aiment même plus. Clair comme de l'eau de roche. J'ai cliqué dans le tableau de bord de la fiducie et j'ai téléchargé la transcription de la soirée. Un fichier, un clic. Une douce coche verte a clignoté à l'écran. Protocole de résiliation de la fiducie de garde activé. Ce qui signifie que j'avais des motifs légaux pour transférer tous les actifs familiaux restants sous mon contrôle à une fiducie distincte à laquelle elle n'avait aucun accès. Pas rétroactivement, pas même par le biais d'un litige, à moins qu'elle ne veuille expliquer certains détournements de fonds à un vérificateur financier. J'ai ajusté la ligne de signature sur le doc. Moment de déclenchement, j'ai mis à jour la date et j'ai imprimé 2 copies. Une pour mon avocat, une pour le sien. Elle ne l'aurait pas encore. Pas ce soir.
Ce soir, elle avait besoin de dormir. Se reposer, se sentir en sécurité dans son petit triomphe, se sentir à l'aise parce que les gens comme Margaret ne remarquent pas qu'ils ont été volés tant que les murs ne sont pas nus et que les lumières ne s'allument plus. J'ai jeté un coup d'œil à la photo encadrée sur la table de chevet de la chambre d'amis. Nous, plus jeunes, stupides, souriant comme des gens qui pensaient qu'ils pouvaient survivre à la déception. Je l'ai posée face contre terre. Puis j'ai sorti l'enveloppe du coffre-fort, celle sur laquelle j'avais écrit son nom il y a 2 ans. Jamais scellée, juste en attendant le bon contenu. J'y ai glissé la déclaration notariée, la transcription audio, le résumé de la clause et enfin la lettre. Elle n'était pas cruelle, elle n'était pas vindicative, seulement des phrases comme « Tu as toujours dit que j'étais le plus stable. Tu avais. » Exact. C'est pour ça que tu ne t'attendais pas à ce que je parte. Parce que tu savais que si je le faisais, ce serait définitif. J'ai scellé ça. Pas de timbre. Je la remettrai moi-même, mais pas encore. Qu'elle profite de l'illusion un peu plus longtemps. Qu'elle organise son club de jardinage. Qu'elle croit avoir remporté une dernière victoire passive-agressive en m'humiliant devant nos enfants. Qu'elle sirote son vin et qu'elle rigole dans la cuisine avec l'homme qu'elle appelait autrefois juste un ami pendant que le sol sous ses pieds se décompose tranquillement parce que c'est ce que fait la pourriture. C'est silencieux jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Ça ne s'est pas produit d'un coup. Pas de grande trahison dramatique. Pas de porte qui claque ni de dispute avec les enfants. Juste de l'érosion, silencieuse, implacable, comme de l'eau qui goutte sous une fondation, déformant tout jusqu'à ce que les fissures finissent par apparaître. Ça a commencé, je crois, avec les SMS. Margaret avait une façon de parler aux enfants comme si elle était l'une d'eux. Ils sont cool, maman. Des émojis, des blagues entre eux, des discussions en coulisses permanentes. Alors que j'envoyais un SMS pour savoir comment s'était passé leur cours et que j'obtenais une réponse d'un seul mot, elle envoyait des cadeaux de ratons laveurs en dessin animé et riait de choses que je n'étais même pas invité à comprendre. Je n'en ai vu qu'une fraction par accident. Un matin, Margaret avait laissé son téléphone sur le chargeur dans la cuisine. Je ne fouillais pas. Je prenais un café quand l'écran s'est allumé. Un message de notre fille est apparu. Il est encore dans un de ses états. Margaret a répondu. Bien sûr, tu connais ton père. Constipé émotionnellement depuis 92. Il y avait un emoji cœur après ça. C'était la première fois que je réalisais que les conversations que je pensais avoir en famille étaient discrètement modifiées en coulisses. Margaret a toujours été douée avec les mots. Pas de manière intelligente, mais de cette façon subtile de tordre le couteau en souriant tout en le faisant. Elle ne m'a jamais complètement dénigré. Ça aurait été trop évident. Non, elle m'a juste recadré petit à petit pendant des années. Quand j'ai manqué le tournoi de foot de notre fils parce que j'étais sur le site d'un client pour conclure le plus gros contrat de ma carrière, elle lui a dit « Eh bien, ton père a toujours privilégié son travail. » Quand j'ai suggéré que notre fille contracte elle-même un petit prêt juste pour se constituer un crédit et comprendre comment fonctionnent les intérêts. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais t'aider. » Certains d'entre nous croient qu'il faut investir dans ses enfants. Ce qui est drôle, c'est que je les ai aidés tous les deux. Ils ne l'ont juste jamais su. Les prêts étudiants, tous à payer discrètement, anonymement grâce à un compte séparé que j'ai créé en utilisant un service financier tiers pour que ça ne donne pas l'impression que ça venait de moi. Je ne voulais pas de reconnaissance. Je voulais juste qu'ils aient un nouveau départ. Je voulais aider sans que ça devienne une faveur que je leur reprocherai plus tard. J'avais vu mon propre père faire ça. J'avais juré que je ne le ferais jamais. Margaret a transformé même ça en munition. Un soir, il y a 2 ans maintenant, je suis passé devant la chambre de notre fille. Elle était rentrée de la fac. La porte était légèrement entr'ouverte. Margaret était assise au bord de son lit et chuchotait. « Il ne comprend plus rien, ma chérie. Il est vieux jeu, froid. » C'était comme ça les hommes à l'époque. Ils pensent qu'acheter des choses, c'est de l'amour. Je me suis figé dans le couloir. Il est bien intentionné, a-t-elle ajouté presque comme une pensée après coup. Mais être bien intentionné, ce n'est pas la même chose qu'être présent. Celle-là a fait mal parce que j'ai été présent. Pas de la manière à famille heureusesse. Instagram que Margaret exhibait, mais dans le sens concret, sur le champ de bataille.
C'est moi qui restais debout jusqu'à 2 heures du matin avec des tableurs pour trouver comment on allait pouvoir payer les études des 2 enfants quand le club d'investissement de Margaret s'est soudainement effondré. C'est moi qui ai vendu ma moto. Mon dernier plaisir, honnêtement, pour couvrir les frais de logement hors de l'état de notre fille quand Margaret a oublié que le deuxième acompte était dû. Mais Margaret avait réécrit tout ça dans leur tête. Je suis devenu une ombre. Un bruit de fond. Un outil utile sans saveur. Je me souviens du moment où notre fils a cessé de m'appeler papa. Pas à voix haute. Il le disait toujours, mais le ton avait changé, il était devenu formel, comme s'il parlait à un homme qui traitait les demandes d'entretien, pas à quelqu'un avec qui il construisait des forts d'oreiller le dimanche matin. Il a cessé de me demander conseil, a cessé de me montrer ses projets. J'ai découvert qu'il avait été accepté en master grâce à un email transféré que Margaret m'avait mis en copie. Le sujet de son message, notre garçon brillant récidive. J'étais en copie. C'est ce que j'étais devenu pour eux maintenant. Un email en copie. Il y a eu un dîner l'année dernière où ça m'a vraiment touché. Nous étions tous sortis, dans un restaurant italien que Margaret aimait bien, le genre avec des salades hors de prix et des serveurs qui se prennent pour des acteurs. Les enfants étaient rentrés pour les vacances. J'ai fait une blague, quelque chose de stupide, d'autodérisoire. Et ils se sont tous les deux moqués de moi. Pas avec moi. Je l'ai vu sur leur visage. Cet froid amusement qui dit, ce type n'a aucune idée qu'on l'a dépassé. Margaret l'a remarqué et a souri. Pas avec les dents, juste les coins de la bouche comme si elle avait enfin réussi son arnaque de longue haleine. Comme si gagner ne suffisait pas, elle voulait des témoins de ma perte. Elle voulait qu'ils soient de son côté, qu'ils approuvent pendant qu'elle m'effaçait en temps réel. Mais ce qui me serrait encore la gorge, c'est qu'il la laissait faire. Pas par méchanceté, mais parce qu'elle rendait ça facile. Parce que l'amour, le vrai amour, est silencieux, patient, ennuyeux. Il n'envoie pas de cadeaux. Il ne colporte pas de rumeurs. Il n'utilise pas l'affection comme une arme, comme une carte de fidélité. Il est juste là. Et elle a fait passer le fait d'être là pour rien. J'ai fermé le dernier dossier ce soir-là, je l'ai posé sur le bureau et j'ai regardé le mur. Je n'étais pas en colère contre mes enfants. Pas vraiment. Ils ont été nourris d'un lampoison, le genre qui a le goût de la protection. Et quand on en boit assez longtemps, on pense que c'est ça l'amour, le genre doux et murmurant qui rend tout le reste amer en comparaison. Mais je n'étais pas amer. Plus maintenant. Parce que présentement, je savais à quoi j'avais affaire. Et quand le moment serait venu, il verrait tout et il saurait. Le cabinet de l'avocat était froid, de cette manière institutionnelle si particulière. Trop de granit, pas assez d'âme. Malcolm était assis dans le même fauteuil à haut dossier qu'il y a 3 ans quand il a demandé pour la première fois à constituer le trust familial. À l'époque, il l'avait fait par précaution. Au cas où les choses tourneraient mal, au cas où le penchant de Margaret pour le chaos s'éloignerait trop de l'orbite. Non, ce n'était pas une précaution. C'était un déclencheur. Richard Kessler, début de la soixantaine, des cheveux gris trop parfaits pour être naturels et une voix de croque-mort, ajusta ses lunettes et fixa les nouveaux documents. « Vous êtes certain ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Je ne serais pas là si ce n'était pas le cas. » Elle contestera. Elle essaiera. Vous comprenez? Une fois que ceci sera irrévocable, elle n'aura plus aucun droit sur la propriété. 0. Elle appartiendra au trust à perpétuité avec vous comme fiduciaire principal. Malcolm hocha la tête. C'est le but. Kessler hésita. Nous aurons besoin d'une signature du cofiduciaire pour finaliser la modification. Vous vous souvenez de qui il s'agit? La bouche de Malcolm se contracta légèrement. Oui. Malheureusement, cofiduciaire, cette satanée étiquette qu'il avait laissé Margaret le convaincre de mettre. Pour l'équité, avait-elle dit. Pour que tu n'aies pas l'impression de tout contrôler. À l'époque, il avait pensé que c'était un geste de bonne foi. Maintenant, il savait que c'était le premier coup sur son échiquier. Kessler tapota son stylo. Nous allons commencer le processus de révocation, mais si elle refuse de signer, elle n'en aura pas la chance. Il fit glisser une fine enveloppe sur la table. À l'intérieur, des transcriptions audio, la lettre du thérapeute, des preuves de malveillance émotionnelle et une clause de révocation notariée du conseiller familial qui était resté dans son coffre-fort pendant 15 mois. Kessler scanna la première page. Ses sourcils se levèrent à peine.
Je vais classer ça sous la clause 14b. Puis, Malcolm ne répondit pas. Il regarda juste Kessler se mettre au travail. La maison, 445 mètres carrés de théâtre de banlieue, avec une cave à vin inutile et une cuisine surdessinée que Margaret n'utilisait jamais, était discrètement sous un trust révocable depuis que les enfants étaient entrés au lycée. Margaret pensait que c'était une question de taxe. Malcolm savait que c'était pour autre chose, une assurance, pas pour l'argent, mais pour le pouvoir de négociation. Une fois les documents déposés et la propriété verrouillée sous la clause irrévocable, il n'y aurait plus de changement de bénéficiaire, pas de vente conjointe, pas de partage des capitaux propres, sauf si Malcolm l'autorisait, et il ne le ferait pas. Ce n'était que le premier domino. Le deuxième était plus laid, les comptes universitaires. Margaret les avait toujours appelés notre fonds. Pratique, étant donné que l'argent provenait des longues heures de travail de Malcolm, de ses investissements judicieux et d'un trimestre particulièrement brutal où il avait encaissé sa prime à l'avance pour éviter une année de baisse sur les marchés. Mais ce que Margaret ne savait pas, c'est que les comptes avaient été réacheminés il y a 5 mois vers un fonds spécial pour l'éducation avec une supervision conditionnelle, un mécanisme qu'il avait mis en place après avoir entendu Margaret plaisanter avec une amie que si les enfants ne réussissent pas, au moins, nous aurons un bateau. Il se souvenait de cette phrase mot pour mot. Elle avait atterri comme une brûlure de cigarette sous la peau. Le nouveau bénéficiaire, James Hallyday, le parrain des enfants. Un ancien marine, sobre depuis 10 ans, un homme que Margaret détestait ouvertement pour l'avoir une fois qualifié de narcissique performative lors d'un dîner de Thanksgiving, ce qui était juste, il faut bien le dire. James avait accepté d'agir en tant que superviseur des fonds avec une simple condition. Ne la laissez pas près d'elle. Je ne veux pas qu'elle transforme les frais de scolarité en argent de poche. Malcolm était d'accord. Les comptes étaient désormais protégés, intouchables, mais pas invisibles. C'est pourquoi, 2 jours plus tard, Malcolm était assis dans la succursale du centre-ville de Wallombe Credit Union, en face d'une directrice de banque au sourire crispé nommée Chelsea, qui avait manifestement fait une recherche rapide sur Google pour savoir comment gérer les clients difficiles. Elle gagnait du temps. Je comprends vos préoccupations, Monsieur Palmer, mais ces demandes nécessitent généralement une double signature, surtout lorsque le conjoint est indiqué comme second dépositaire. Malcolm n'a pas élevé la voix, n'a pas froncé les sourcils. Il a simplement pris dans sa mallette le résumé plastifié de la clause de fiducie et l'a posé sur la table comme un carré d'A. Chelsea l'a parcouru, a cligné des yeux. Je vais devoir soumettre cela à la conformité. Faites-le, et je ne peux rien garantir. Je le peux, car si vous ne respectez pas la clause, vous serez en violation du contrat fiduciaire en vertu de la loi de l'État 48B. Il ne bluffait pas. Il ne bluffait jamais. 5 appels téléphoniques et un verre d'eau de concombre plus tard. Chelsea est revenue. C'est fait. Les blocages ont été appliqués. Les virements commenceront à la fin des heures de bureau aujourd'hui. Malcolm s'est levé, a boutonné sa veste. Elle tendit maladroitement la main. J'espère que cela vous apportera la paix. Il ne lui a pas serré la main, s'est contenté de hocher la tête une fois et est parti. Dehors, l'air avait une odeur différente. Plus léger. Pas la liberté. Pas encore, mais le début de celle-ci. Il passa devant un arrêt de bus, regarda un jeune père soulever sa fille sur le banc. La petite fille gloussa, enroula ses bras autour de son cou. Malcolm détourna le regard, non pas par tristesse, mais par certitude, car contrairement à Margaret, il n'essayait pas d'effacer l'histoire. Il s'assurait qu'elle ne peut plus se répéter. Le sous-sol avait toujours été le territoire de Margaret. Pas au sens fonctionnel. Elle n'a jamais touché à la chaudière ou au tableau électrique, mais dans la manière performative et soignée dont elle faisait tout. C'était son espace de yoga et de bien-être, bien que je ne l'ai jamais vu faire autre chose que siroter de l'eau de concombre et publier des photos de bougies avec des hashtags comme #femme au centre. Pourtant, chaque fois que je passais devant cet escalier, j'entendais quelque chose. Pas des pas, des voix. Au début, je me disais que c'était le système de chauffage, ventilation et climatisation qui résonnait dans les conduits. Mais les voix ne flirtent pas. Le système de chauffage, ventilation et climatisation ne dit pas « tu es la seule qui me comprenne ». Les chuchotements ont commencé après 22 heures, toujours après que les enfants sont endormis ou absents. Margaret avait l'habitude de faire du thé avant de se coucher, ce qui nécessitait apparemment une demi-heure au sous-sol avec la porte à peine fermée. Alors, il y a 3 semaines, j'ai installé un appareil.
Rien de sophistiqué, pas du James Bond, juste un enregistreur audio passif monté derrière une fausse plaque de prise près du tapis roulant qu'elle n'utilisait jamais. Synchronisé sans fil avec mon disque hors ligne. Horodaté. Sauvegarde automatique. Il enregistrait 5 heures par nuit et bouclait tous les 3 jours. Au début, rien, seulement des mouvements, le bourdonnement occasionnel et étouffé de son podcast sur le bien-être, quelque chose sur l'harmonie intestinale. J'ai presque supprimé toute la configuration jusqu'à jeudi soir. J'étais déjà au lit en train de lire un rapport trimestriel lorsque la notification audio est apparue sur mon ordinateur portable. Nouveau modèle vocal détecté. J'ai cliqué et j'ai figé Margaret riant. Puis la voix d'un homme, pas basse, pas inconnu. Je connaissais cette voix. David, son ancien collègue, celui qui passait l'aider avec sa stratégie de collecte de fonds et qui semblait toujours s'attarder un peu trop longtemps près du cellier. Je ne l'avais pas vu depuis la fête de fin d'année de l'entreprise il y a 3 ans. La même fête où je l'avais surpris en train de poser sa main sur le bas du dos de Margaret un peu trop longtemps. Trop familière. Elle avait balayé ça à l'époque. Avait dit que j'étais possessif. Maintenant, je l'écoute lui murmurer à travers les haut-parleurs de mon ordinateur portable pendant qu'elle se promenait dans le sous-sol avec un verre de vin. Il pense toujours que les enfants l'aiment bien. Puis des rires, les siens et les siens. Malcolm est juste lent émotionnellement. Il est si facile à manipuler. J'ai mis sur pause. Facile à manipuler comme si j'étais un satellite vieillissant tournant doucement autour des mensonges qu'elle me racontait depuis des années. Ils ont parlé pendant 11 minutes du calendrier, de combien de temps elle pouvait encore faire semblant, et de la partie qui m'a réellement retourné l'estomac, du petit ami de ma fille, et de comment elle s'assurerait que le gamin sait qui avait réellement payé cet appartement. Margaret gloussa. Je ne peux pas lui dire que c'était Malcolm. Ça ruine le récit. Qu'elle pense que je m'en suis occupé. Qu'elle pense. Que tous pensent. Je suis resté assis là pendant 10 bonnes minutes après la fin de l'audio, à regarder la barre de lecture à la fin comme si elle se moquait de moi. Ma main n'a pas tremblé. Je n'ai pas jeté l'ordinateur portable. Je n'ai même pas soupiré. J'ai juste ouvert un dossier appelé Sauvegarde juridique phase 2 et j'y ai déposé le fichier audio. Puis je l'ai renommé preuve-bas manipulation-bas confirmé-bas 120525.mp3. J'ai ouvert un autre onglet, j'ai tapé une transcription horodatée. Chaque citation, chaque pause, étiquetée, numérotée, référencée avec le calendrier. Le rêve humide d'un avocat. Je savais comment ce jeu fonctionnait. Margaret ne réalisait pas que j'avais grandi entouré de menteurs, polis, souriant à l'église, manipulateurs agitant de l'argent. Je connaissais leur rythme, leur odeur. Elle pensait orchestrer une lente disparition, mais elle laissait des empreintes digitales partout sur le piano. Au moment où j'ai eu fini, j'avais 4 autres segments audio prêts et coupés. Le deuxième comprenait un gémissement de David. Alors, quand arrive le versement? Tu as dit qu'une fois la fiducie bloquée, c'était une question de semaines. Margaret, il n'a plus aucune force de se battre. Tu aurais dû voir sa tête quand je lui ai dit que les enfants ne l'aimaient même pas. Ça l'a brisé. Ils ont tous les deux ri. David encore. Eh bien, fais-moi savoir s'il claque tôt. J'aime bien les versements anticipés. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est calcifié. Pas de la rage, pas de la vengeance, de la précision. J'ai sauvegardé les fichiers 2 fois. Une copie est allée sur une clé USB rangée dans une boîte ignifuge sous mon établi. La deuxième a été envoyée à un email sécurisé que j'avais créé il y a 6 mois, déguisé en une entreprise de partage de fichiers inactive. Personne ne savait qu'elle existait. En fermant l'ordinateur portable, j'ai jeté un coup d'œil au petit portrait de famille sur mon bureau, le dernier que nous ayons pris avant que les enfants ne partent à l'université. J'avais l'air d'un homme qui essayait de ne pas cligner des yeux. Margaret avait sa main sur ma poitrine, son sourire rigide. J'ai incliné le cadre vers le bas. Puis j'ai éteint la lumière, car maintenant les chuchotements n'étaient plus de simples chuchotements. Ils étaient des preuves. Et bientôt, ils parleraient plus fort que n'importe quel mensonge que Margaret ait jamais raconté. C'est arrivé un mardi matin, le genre de jour de semaine agressivement normal où Margaret s'épanouissait. Chemisier repassé à la perfection, cheveux tirés en un chignon stratégique, un café au lait dans une main, un sourire passif-agressif chargé et prêt. Son bureau à l'agence immobilière était situé au 4e étage avec une vue partielle sur le lac, qu'elle utilisait exactement de 2 manières.
Photo Instagram et s'assurer que son assistante n'oublie jamais qui avait le coin. L'enveloppe était déjà sur son bureau quand elle est entrée. Pas de cendre, pas de marque, pas d'informations sur le coursier, épaisse, lourde, pas le genre d'enveloppe qu'on ignore. Elle fronça les sourcils, suspicieuse, mais curieuse. Son assistante jura ses grands dieux. Elle était juste là. Margaret la retourna. Pas de seau, juste un fin morceau de ficelle rouge mat noué autour d'un épais fermoir noir. Elle l'ouvrit. La première chose à l'intérieur, une seule page soigneusement centrée avec les initiales de Malcolm en bas. À compter du 14 mai, ce mariage n'est plus de nature contractuelle, financière ou émotionnelle. Ce qui suit n'est pas vindicatif. C'est simplement un équilibre. En dessous, une pile de papier, épaisse, lourde, finale. Le premier paquet était de Kessler et de l'avocat de Malcolm. Il détaillait la reclassification de la fiducie, tamponnée et horodatée par le tribunal. Irrévocable, non négociable. Elle tourna les pages furieusement. La maison désormais hors de sa portée. Les comptes bancaires gelés. Les propriétés secondaires liées par une clause qu'elle n'avait jamais prise la peine de lire lorsqu'elle avait paraphé la section suivante, les transcriptions audio, 10 pages, toutes annotées. Ces mots non corrigés, verbatim, riant avec David à propos des enfants, de la manipulation, du versement de la fiducie. Il y avait des citations directes étiquetées pièces à conviction et dialogues stratégiques malveillants au sous-sol. 12 mai, 22h41. Elle cessa de respirer lorsqu'elle vit sa propre phrase en gras. Il est si facile à manipuler. Ensuite, une déclaration numérisée et notariée de la thérapeute familiale, la même femme que Margaret avait qualifiée de peluche hippie. Puis un document qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Protocole de résiliation de fiducie de garde, clause 14b, malveillance émotionnelle. 2 pages complètes de violations mises en évidence. Elle saisit son téléphone d'une main tremblante et appela son avocat. Howard Minnie, requin du divorce, le type qui disait toujours « Laissez-moi m'en occuper, ma chérie ». Il répondit à la deuxième sonnerie. « Howard, je viens de recevoir un document de Malcolm. »« Je l'ai déjà vu », interrompit-il sèchement. « Que voulez-vous dire ? Vous l'avez vu ? Il m'a copié. Tout est officiel. Tout est enregistré. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, il y a de l'exagération dans tout ça. Il n'a aucun moyen de savoir. Il peut. Il a fait. Pause. J'ai tout examiné. Margaret, c'est hermétique. Votre nom est retiré de chaque acte de propriété. Les comptes matrimoniaux sont gelés en vertu de la protection fiduciaire. La fiducie a une clause éducative qui confère le contrôle à un tiers, James Hallyday, de tous les gens. Sa voix se brisa. Il a utilisé James. Oui, brillamment. En fait, ça ne peut pas être légal. Non seulement c'est légal, mais c'est un cas d'école. Il a joué ça comme un sien. Il n'a pas utilisé de marteau. Il n'a pas touché à une motion. Il a touché à l'infrastructure. Il n'y a aucun angle à contester. Il m'a pris par surprise. Margaret, dit-il, baissant la voix. Il prépare ça depuis des années. Elle ne sentait plus ses jambes. Elle s'assit brutalement sur sa chaise, renversant son latte dans son sac à main. Et puis, au fond de l'enveloppe, elle l'a trouvée. Une autre lettre, papier blanc, manuscrite, pliée 2 fois ou pour les enfants, quand ils seront prêts. Elle l'ouvrit sans réfléchir. Elle reconnut instantanément l'écriture de Malcolm. C'était plus propre que d'habitude, presque chirurgical. Je n'ai jamais cessé de les aimer. J'ai juste arrêté de mendier des miettes d'affection. Ils ont été formés à rationner. Quand ils poseront des questions, et ils le feront, ne mens pas. J'ai tout documenté. Si tu mens, ils le découvriront. Et cette rupture sera ta faute. Ce n'est pas une punition. C'est une protection. Je ne te retire rien. Je ne fais que récupérer ce que tu as essayé de me prendre. Ses yeux parcoururent les dernières lignes. Dis-leur ce que tu veux, mais comprends ceci. Si tu tords encore une vérité, je déchaînerai tous les fichiers, tous les enregistrements, tous les affidavits. Et pas à des avocats, à eux directement, non filtrés. Ils méritent de choisir qui est leur père sur la base de faits, pas de fiction. Au moment où elle leva les yeux, son bureau tournait. Son téléphone glissa de sa main et s'écrasa sur la moquette.
À l'extérieur de sa porte vitrée, son assistant s'arrêta, vit sa patronne pâle et affaissée sur sa chaise, et recula silencieusement. Margaret fixa le bureau, les documents éparpillés, les coutures apparentes de l'empire qu'elle pensait contrôler. Et pour la première fois de sa vie orchestrée et minutieusement mise en scène, elle n'avait rien à dire. Il ne l'a pas fait par une grande embuscade. Pas de grand moment au tribunal. Pas d'intervention scénarisée lors d'un dîner de famille. Malcolm savait mieux. On ne déprogramme pas les gens avec du théâtre. On le fait lentement, doucement, comme pour guider quelqu'un hors d'un brouillard dans lequel il ne sait même pas qu'il est plongé. Alors, il les a invités séparément. D'abord, Élise, sa fille. Elle l'a rencontrée dans un petit café près de la vieille librairie qu'elle aimait au lycée. Le genre d'endroit qui servait de la limonade à la lavande et qui passait encore du Nora Jones comme si on était en 2005. Elle est arrivée en souriant, sur ses gardes, son sac à main serré sous son bras comme un bouclier. Un baiser sur la joue, poli, distant. Elle a commandé une soupe. Malcolm n'a rien pris. Il a fait glisser un petit dossier Manima sur la table et a dit « Je veux que tu regardes quelque chose ». Élise a cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est ? Du contexte. Elle l'ouvrit, les sourcils se levant. À l'intérieur, une capture d'écran imprimée d'un virement de 14 800 $ vers son prêt étudiant. Daté d'il y a 2 ans, le solde qu'elle pensait avoir mystérieusement chuté après l'obtention de son diplôme. Ensuite, une copie du contrat de location de son premier appartement hors campus, signé par Malcolm via une société à responsabilité limitée Shell. Anonyme sur le papier, protecteur dans l'intention. Ensuite, une carte d'anniversaire. Non ouverte, même pas décellée, pour ma coccinelle. Toujours. C'est ainsi qu'il l'appelait quand elle était petite. Je l'ai envoyée par la poste l'année où tu as arrêté de répondre à mes appels, dit-il doucement. Elle est revenue non ouverte. N'habite plus à cette adresse, mais j'avais la bonne adresse. Élise ne dit rien. Elle ouvrit la carte. À l'intérieur, son écriture, plus petite qu'elle ne s'en souvenait, disait « 23 ans. Je me souviens quand tu avais 3 ans. Tu as fait un gâteau en pâte à modeler et tu as pleuré quand je n'ai pas voulu le manger. J'ai fait semblant de le manger quand même. Je le referai. » Ses yeux clignèrent rapidement. Puis, il sortit un téléphone, ouvrit un fichier et appuya sur lecture. La voix de Margaret remplit l'air calme du café, douce et indubitable. Il pense toujours que les enfants l'aiment bien. Il est si facile à manipuler. Une pause, puis la voix de David. Qu'elle pense que j'ai payé l'appartement. Un autre rire. Il ne dira jamais rien. C'est ce qui rend ça amusant. La cuillère d'Élise se figea en l'air. L'atmosphère changea. Elle ne dit rien, mais sa main, qui avait tenu son téléphone comme une bouée de sauvetage, s'abaissa lentement sur la table. Malcolm n'insista pas. Il laissa simplement le silence planer, lourd et inconfortable. La vérité était un acide lent. Elle n'avait pas besoin d'aide. Je n'ai pas apporté ça pour te convaincre, dit-il. Je l'ai apporté pour que tu saches que la version de moi qu'on t'a donnée n'est pas celle qui t'a élevé. Élise hocha la tête 1 fois, 2 fois. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Elle laissa la soupe intacte. Quand elle lui fit ses adieux en l'embrassant, cela dura 3 secondes de plus que la salutation. Le lendemain, c'était au tour de Ryan. Bref pub, Eastside, leur ancien lieu de rendez-vous du samedi. Ryan se présenta dans un flou vestimentaire décontracté, veste, écouteurs, confiance. Mais sa garde était levée. On pouvait le voir à la façon dont il ne quittait pas son manteau. Malcolm ne perdit pas de temps. Il plaça une clé USB sur la table entre eux. À côté, une feuille de calcul imprimée. Je veux que tu regardes ça avant de décider ce que tu penses de moi. Ryan ricana. Qu'est-ce que c'est ? Une conférence ? Non, c'est un reçu. Ryan prit la feuille. Une liste de paiements effectués sur 4 ans. Frais de scolarité, livres, loyer, réparations automobiles, même cette procédure dentaire d'urgence de 2000 $ que Margaret lui avait dit que l'assurance avait simplement couvert. Sa mâchoire se crispa. Ce n'est pas possible. C'est entièrement traçable. J'ai utilisé un compte secret pour que ta mère ne le sache pas. Elle ne voulait pas que tu penses que j'étais impliqué. Elle disait que ça compliquerait ton indépendance. Il ne dit rien.
Malcolm fouilla dans son sac, sortit une tablette, diffusa le même audio, cette fois en commençant à un moment différent. Il est juste si émotionnellement rigide. Ils n'ont même plus besoin de lui. Honnêtement, on leur rend service. Ryan cligna des yeux. Qui est-ce? David. Ryan serra la mâchoire. Le type de l'ancien bureau de maman. Ouais, celui qui est venu à ton dîner de remise de diplôme. Ryan se pencha en arrière, toute sa posture s'affaissant légèrement. Malcolm sortit une autre enveloppe, plus mince cette fois. À l'intérieur, 2 lettres. L'une était une carte de l'année où Ryan a eu 21 ans. Elle n'a jamais été livrée. L'autre était une note de Malcolm expliquant pourquoi il n'avait jamais insisté, pourquoi il n'avait jamais exigé de temps, pourquoi il n'avait jamais combattu le mensonge de front. Tu étais déjà en train de décider qui croire, dit-il, et je me suis dit que si je me battais, j'aurais l'air encore plus coupable. Ryan fixa les lettres puis son père. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, répondit Malcolm. Arrête juste de supposer. Ryan ne termina pas sa boisson. Quand ils se levèrent pour partir, il n'embrassa pas son père, mais il ne s'éloigna pas tout de suite non plus. Il resta là un long moment, puis dit, elle va péter un câble quand elle l'apprendra. Je sais. Malcolm ne sourit pas, il se contenta de hocher la tête. Alors, elle saura enfin ce que ça fait. L'air matinal dans la cuisine était étrangement calme, le genre de calme qui sait que quelque chose va arriver. La lumière du soleil glissait à travers les stores et dessinait des barres angulaires, capturant la poussière comme des cendres en suspension au milieu d'une chute. Margaret entra avec son armure de grâce habituelle, chemisier en soie, sourire suffisant, téléphone à la main comme un trophée. Malcolm était déjà assis, calme, silencieux, buvant du café noir dans la tasse ébréchée que leur fille avait peinte en CM1, celle que Margaret avait un jour qualifiée de hideuse et avait essayé de jeter. Elle s'assit en face de lui avec un soupir théâtral. « Je suppose que tu t'amuses, dit-elle, la voix comme du sirop versé sur un couteau. J'ai eu des nouvelles d'Élise hier. Froide comme la glace. Elle ne m'a même pas demandé comment j'allais. Je me demande où elle a appris ça. » Malcolm ne répondit pas. Elle se pencha en avant, croisa les bras. « Tu penses avoir gagné, n'est-ce pas ?» Il plaça l'enveloppe sur la table. Pas de mots, juste un geste. Les yeux de Margaret se plissèrent. Qu'est-ce que c'est maintenant? Une autre note passive-agressive? On a de nouveau 16 ans. Toujours pas de réponse. Elle déchira l'agrafe, souriant déjà, s'attendant probablement à un plaidoyer émotionnel, un monologue dramatique, peut-être une lettre d'adieu qu'elle pourrait se moquer en thérapie. Le sourire se fissura ligne par ligne. Elle cligna des yeux, relisant le paragraphe d'introduction. Ce mariage est dissous par la présente, avec effet immédiat, en vertu de la clause 14b, la malveillance émotionnelle étant prouvée. Tous les biens, fonds et obligations contractuelles connexes ont été clôturés, réaffectés ou annulés conformément aux conditions de la fiducie de garde mise en place avec pleine autorité légale. Toute autre tentative d'accès au compte commun entraînera une escalade immédiate. Le dossier trembla légèrement lorsqu'elle tourna la page suivante. Des photographies, pas de saleté de tabloïd, des captures d'écran plus propres et plus nettes de virements, des transcriptions vocales avec horodatage, des photos de surveillance, son visage, celui de David, une étreinte à l'extérieur d'une retraite de yoga, un week-end qu'elle avait dit à Malcolm qu'elle passait à un séminaire de bien-être. Elle tourna les pages plus vite maintenant. 3e page, la déclaration notariée du thérapeute. La patiente fait preuve de tactiques de manipulation soutenues, y compris la triangulation et l'aliénation intentionnelle de mineurs par rapport à un soignant principal. Antécédents de rejet psychologique, de cruauté passive et de malhonnêteté enregistrée. Docteur L. Pomme-Mémorois, Lift. Margaret devint pâle. Tu sais, c'est. Ces mots s'en mêlèrent comme des fils électriques. Irrévocable, dit Malcolm enfin, le premier mot qu'il avait prononcé de toute la matinée. Tu ne peux pas juste mettre fin aux choses comme ça. J'ai des droits. Nous avons? Tu avais des droits, dit-il, en sirotant son café, jusqu'à ce que tu y renonces. Chaque amendement, chaque clause. Tu ne les as jamais lus. Je ne pensais pas que c'était nécessaire. Il hocha la tête. Exactement. Elle scruta la page suivante. Un organigramme du contrôle des actifs. Tous les comptes joints gelés. Tous les liens immobiliers rompus.
Chaque inscription a un établissement d'enseignement. Fonds détournés. Son nom disparu de toute cette histoire, comme s'il n'avait jamais existé. Et la maison? Elle appartient au trust. Je suis sur le titre de propriété. Plus maintenant. Elle se leva, la panique se mêlant à la fureur. Sa voix se brisa. Espèce d'ordure manipulatrice. Tu attendais ça. Je me préparais. Il corrigea. Tu attendais. Il y a une différence. Sa main trembla alors qu'elle pointait la page suivante. Une copie d'un email. Cette lettre aux enfants. Tu as vraiment envoyé ça? Non, dit-il. Je la leur ai donnée en personne. Elle laissa tomber l'enveloppe. Tu essaies de les monter contre moi. Ils méritent la vérité, dit-il doucement. Pas ta version, pas la mienne, juste les faits. Le visage de Margaret se tordit, pas seulement de rage, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose que... Il ressemblait à un démasquage. Elle avait passé des années à modeler des récits comme de l'argile, et maintenant quelqu'un avait allumé les lumières dans la galerie. Les sculptures étaient craquelées, creuses. Elle s'appuya sur le comptoir, comme si elle ne pouvait plus faire confiance à ses jambes. Tu crois que ça se terminera bien pour toi? C'est déjà le cas, ricana-t-elle en s'éloignant du comptoir. Tu crois vraiment qu'Élise et Ryan resteront de ton côté? Malcolm se leva, pliant l'enveloppe calmement. Je n'ai pas besoin de côté. J'ai juste besoin de distance. Tu es pathétique. Et toi, c'est fini. Elle ouvrit la bouche à nouveau, probablement pour lancer une dernière réplique théâtrale, mais elle se ravisa parce que Malcolm était déjà en train de quitter la cuisine. Pas en tempêtant, juste en marchant. Et c'était pire parce que pour la première fois depuis des décennies, elle n'était pas combattue. Elle était abandonnée. Le portail ne s'ouvrit pas. Margaret appuya 3 fois sur le bouton de sa télécommande. Rien. Pas de bip. Pas de l'enronronnement mécanique. Seulement le silence et le vent faible qui poussait les feuilles à travers le cul-de-sac. Elle baissa sa vitre et essaya le clavier numérique. Accès refusé. Elle le fixa, confuse. Réessaie plus lentement. Accès refusé. Elle resta assise là pendant une minute entière, le moteur tournant au ralenti, regardant son propre reflet sur l'écran du panneau de sécurité. Du mascara légèrement estompé sous un œil, du rouge à lèvres disparu. Quelque chose dans ce reflet la troublait. On aurait dit quelqu'un d'autre. Elle mit la voiture en stationnement et sortit, marcha d'un pas décidé sur l'allée de briques avec des talons de 10 cm qui n'étaient pas faits pour le trottoir. C'est alors qu'elle vit le camion de déménagement. Grand, blanc, propre, des boîtes efficaces étaient sorties du garage. Des hommes en uniformes assortis se déplaçaient silencieusement, efficacement, comme s'ils avaient fait ça une centaine de fois, ce qu'ils avaient fait parce que Malcolm les avait payés d'avance il y a 6 semaines. Un homme lui fit un signe de tête poliment. Bonjour madame. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda-t-elle, sa voix trop aiguë, trop rapide. Enlèvement prévu, dit-il. Nous avons une liste d'inventaire. Monsieur Palmer était très précis. Elle regarda les boîtes. Tout était étiqueté, livres, bureaux, outils, sous-sol, fichiers, bureaux. Rien, rien, dit Margaret. Elle courut à la porte d'entrée. Fermée à clé. Elle sortit sa clé. L'inséra. Tourna. Elle ne bougea pas. Elle frappa à la porte 1 fois, 2 fois, comme si elle l'avait en quelque sorte trahi. Malcolm, cria-t-elle, même si elle savait qu'il n'était pas à l'intérieur. Ce n'est pas drôle. Derrière elle, l'une des voisines, Paula Finsley, se tenait au bord de sa propre pelouse avec son chien, agitant faiblement la main. Tout va bien, Margaret? Appela-t-elle, incertaine. Margaret ne répondit pas. Elle fixait la cour. Le panneau, grand, brillant, tout juste sorti de l'imprimante. À vendre, propriété du trust, renseignements, Kessler, et comment l'immobilier. Il était planté dans l'herbe comme un drapeau dans une forteresse conquise. Non, non, non. Elle recula, ses talons s'enfonçant dans la pelouse, son équilibre vacillant. Son sac à main glissa de son épaule, déversant son contenu sur l'herbe. Elle ne remarqua même pas, elle resta juste là, immobile, comme si, peut-être, si elle ne clignait pas des yeux, le panneau disparaîtrait.
Son téléphone vibra dans sa poche. Elle l'attrapa. Ryan. Elle expira de soulagement, son pouce planant au-dessus de l'écran. Puis, il redevint noir. Appel manqué. Elle rappela. Pas de réponse. Elle essaya Élise. Encore la messagerie vocale. Elle essaya sa sœur. Occupée. Elle se retourna vers les déménageurs. Où emmenez-vous tout ça? Où ça va? Le gars haussa les épaules. Destination confidentielle. Vous devrez parler à Monsieur Palmer. Vous ne pouvez pas simplement, madame, dit-il doucement. Nous ne faisons que ce pourquoi nous sommes payés. Margaret regarda autour d'elle, vers les maisons du quartier où elle avait l'habitude d'organiser des soirées de dégustation de vin. La pelouse qu'elle jugeait mal entretenue. Les mêmes personnes auxquelles elle souriait avec des dents et du poison. Maintenant, il la regardait. Pas ouvertement, pas grossièrement, juste en regardant. Certains se cachèrent derrière les rideaux. D'autres firent signe de la main comme s'ils étaient désolés pour elle. C'était pire. Bien pire. Elle enleva ses talons, marchant pieds nus à travers l'allée, traînant à moitié son sac à main comme s'il pesait 25 kg. Son pied buta sur le trottoir. Elle trébucha. Ne tombe pas. Ne pleure pas. Pas encore. Elle monta dans sa voiture, claqua la porte et resta assise là, fixant le volant. L'écran du tableau de bord affichait « Pas de signal ». Contacter l'administrateur. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais quelque chose lui disait qu'elle n'avait plus d'administre. Hatter. Elle essaya d'appeler Malcolm directement sur sa messagerie vocale. Elle hurla dans la voiture vide, un hurlement complet, fêlé, sauvage, et frappa ses paumes contre le volant. Puis, à nouveau le silence. Elle démarra la voiture, conduisit, l'esprit vide, juste absent. Elle ne remarqua même pas qu'elle se dirigeait vers ses sœurs jusqu'à ce que la route lui devienne familière, jusqu'à ce qu'elle se gare sur le trottoir et réalise qu'elle avait laissé ses chaussures à la maison. Elle sonna. Pas de réponse. Elle sonna à nouveau. Toujours rien. Elle s'assit sur la marche du porche pieds nus, le mascara maintenant complètement strié sur les deux joues, son chemisier froissé, ses cheveux défaits par le vent. Et pour la première fois depuis des années, peut-être même jamais, Margaret sanglota. Pas les pleurs de façade qu'elle utilisait lorsqu'elle était acculée, ni les larmes d'apitoiement sur soi qu'elle invoquait lors des disputes. C'était autre chose, quelque chose de brut, quelque chose qui ressemblait à un effondrement. Parce que lorsque le pouvoir dont vous vous nourrissez finit par s'épuiser, lorsque personne ne répond, lorsque personne n'écoute, lorsque plus personne ne vous croit, cela ne se termine pas par une bagarre. Cela se termine sur un porche, pieds nus, seul, oublié. L'enveloppe avait attendu dans le tiroir d'Élise pendant 3 semaines. Elle ne l'avait pas ouverte tout de suite. Ryan non plus. Elle était là comme une relique, fragile et vibrant de poids. Les mots sur le devant étaient simples, écrits à la main. Pas de fioritures pour Élise et Ryan. Ne lisez ceci que lorsque vous êtes prêts. Ils l'ont lu ensemble. Dans son appartement, un dimanche matin gris, la pluie tambourinant aux fenêtres comme si elle savait que quelque chose se terminait. Ryan déplia la lettre. Élise retenir son souffle. À l'intérieur, il n'y avait pas d'attaque. Pas de vengeance, juste leur père. Honnête, mesuré, calme comme toujours. Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas lutté plus fort. La vérité est que je ne me suis jamais battu contre vous. Je ne savais tout simplement pas comment me battre à la fois contre les mots de votre mère et votre silence. Et je refuse de transformer votre maison en tribunal. Ce que vous croyez de moi, ce qu'on vous a dit, je ne le réécrirai pas. Mais je vous laisserai les preuves, les reçus, la vérité dans sa forme la plus brute. Pas pour gagner, pas pour punir, mais pour que vous puissiez choisir. Vous ne m'avez pas perdu. Vous ne saviez tout facilement pas où j'étais allé. J'étais dans les coulisses. Calme, vous aimant toujours. Élise clignait des yeux. Ryan avala quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. Puis Élise se tourna vers les dernières lignes, enroulées un peu plus étroitement comme si la main derrière elles avait hésité. J'espère qu'un jour, vous pardonnerez le silence que j'ai laissé à ma place. Je n'ai jamais cessé d'être votre père. J'ai juste arrêté de demander la permission de l'être. Ils ne parlèrent pas. Ils se regardèrent juste et quelque chose passa entre eux qui ne pouvait être défait. Une voiture se gara sur le parking en contrebas.
Ils se levèrent et se dirigèrent vers la fenêtre. C'était lui. Malcolm se tenait au bas des escaliers, une seule valise à côté de lui. Pas de fanfare, pas de théâtre, juste un homme fatigué avec un dernier arrêt avant le long trajet hors de la ville. Élise ouvrirent la porte en premier. Ryan suivit. Ils s'avancèrent dans le couloir alors que Malcolm levait les yeux, leurs regards se croisant. Pas de discours, pas de câlin, seulement 3 personnes respirant le même silence qui les avait autrefois déchirés, remplissant maintenant l'espace entre eux comme quelque chose qui guérit. Puis vint le son, des pas rapides, une voix. « Attendez, arrêtez. N'osez pas, Margaret. » Elle arrivait en titubant du parking, les cheveux en bataille, les chaussures, défaites. La fureur s'alluma comme une allumette qui s'agite dans une forêt sèche. « Écoutez-moi, cria-t-elle, le mascara étalé comme une peinture de guerre. Vous n'avez pas le droit de lui pardonner. Vous ne savez pas ce qu'il a fait. » Ils se tournèrent pour la regarder. Tous les deux, Élise, pour la première fois, vit sa mère clairement, pas l'organisatrice de brunch et de souvenirs filtrés, mais une femme se défaisant sous le poids de son propre récit. Ryan fit un pas en avant comme pour dire quelque chose, puis s'arrêta. Élise tendre la main et ferma doucement la porte. Sur la voix de sa mère, sur les mensonges de sa mère, sur la version de la réalité qui les avait tous gardés prisonniers. Dehors, Margaret continuait à crier, ses paumes frappant à la porte comme si elle pouvait effacer ce qui venait de se passer. Mais à l'intérieur, le monde était calme. Ryan s'appuya contre le mur. Élise expirait. Malcolm se tenait sur le porche en contrebas. Il fixait toujours le haut. Il ne souriait pas, ne pleurait pas, il ramassa juste sa valise et partit.